Nous sommes au début du mois de janvier 1840, au château du Glandier en Corrèze. Par une nuit glaciale, Charles Lafarge rend son dernier souffle après 3 jours d'agonie. Rapidement, les soupçons vont se porter vers son épouse, Marie. L'aurait-elle empoisonnée ? Son histoire va en tout cas captiver la France entière. Voici l'histoire de Marie Capel, alias Marie Lafarge. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Marie Capel à travers ses écrits. Donc je me suis basée sur son livre qui est en fait ses mémoires, voilà. Donc elle l'a écrit en 1840 en prison et donc c'est toute son histoire à travers ce qu'elle a vécu, du moins à travers sa version. Et ensuite, mais là je vous ai fait un très gros résumé en fait du livre Heures de prison, et en fait elle a écrit en prison sur son vécu de la prison et pas ce qui s'est passé après, etc. Donc voilà, là elle se plaint énormément, donc je vous ai fait un résumé du coup. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. C'est parti. Marie naît le 15 janvier 1816 à Paris. Son père était le baron Antoine Laurent Capel. Il était lieutenant-colonel au corps royal d'artillerie. Sa mère s'appelait Edmée Caroline Fortuné Collard, fille d'un baron qui était député dans l'Aisne. La grand-mère maternelle de Marie était la fille illégitime de Philippe Égalité. Vous savez, celui qui a voté pour la mort de son propre cousin Louis XVI. Ça vous dit quelque chose ? En Orléans, évidemment. Et donc voilà, c'était en fait le père même de Louis-Philippe, dont on va parler plus tard. Marie va donc grandir dans une famille aisée. Elle avait même une bonne qui s'occupait d'elle et de sa petite sœur, Antonine, qui naît quand Marie a 5 ans. Et, petite info comme ça en passant, sa petite sœur épousera plus tard le cousin d'Alexandre Dumas. Toute cette petite famille habitait dans un château, dans le château de Villers-Élon, dans l'Aisne. Et aussi pour une partie de l'année dans une maison à Mézières, à la campagne. Alors certainement pas une petite maison à mon avis. Vers ses 11 ans, elle va être envoyée dans un pensionnat pour étudier et pour parfaire son éducation comme on disait à l'époque. C'est le pensionnat de Mesdemoiselles Bascon à Paris, dans le quartier de la Chose-d'Antin. Alors elle va être très mal en fait de devoir quitter sa famille. Pour elle ça va être vraiment un crève-cœur, pas le choix, elle y va. Quelques mois plus tard, elle va tomber fortement malade. Elle va avoir une inflammation de l'estomac et une fièvre cérébrale. C'est un vocabulaire ancien pour décrire une méningite ou tout simplement de fortes fièvres accompagnées de délire. Elle aurait également eu une pneumonie qu'elle appelait fluxion de poitrine. En fait, elle était tellement mal que tout le monde la croyait mourante. Ils vont donc la ramener au château, la soigner, et là, l'air de la campagne va lui faire grand bien et elle va se remettre assez rapidement. Et puis, après quelques mois, il va falloir retourner à l'internat. Elle n'y restera en fait pas longtemps, car le 10 novembre 1828, son père va décéder d'un accident de chasse. Elle va être vraiment anéantie par le décès de son père parce qu'elle l'adorait. Son père, c'était vraiment quelque chose, quoi. Elle va rester quelques mois dans sa famille à Strasbourg et peu de temps après, sa mère va rencontrer un homme. Celui-ci s'appelle Eugène Louis de Cohern. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un député bonapartiste. Il sera rapidement question de mariage et ils vont retourner au château de Villers-Élon. Marie, qui était fort réticente sur Eugène au départ, va en fait commencer à l'apprécier. Il va beaucoup passer de temps avec elle, il va lui donner des leçons, ils vont faire des balades à cheval et d'autres activités, ce qui va les rapprocher. Au mois d'août, grand événement au château, ils vont recevoir la famille d'Orléans. Louis-Philippe et Marie-Amélie de Bourbon et des Deux Siciles firent le tour des jardins
et ils déjeunèrent tous ensemble. Le 24 novembre 1829, Caroline va épouser Eugène au château. Quelques jours plus tard, ils vont quitter le château de Villers-Célon. Ils vont se rendre dans leur petit château d'Ittenwiller dans le Bas-Rhin en Alsace. On est fin juillet et Charles X se fait renverser par les Trois Glorieuses et Louis-Philippe est couronné le 9 août 1830. Marie, qui était pourtant de sa famille, le trouve trop âgé pour régner, elle ne l'aime pas trop et en plus elle est du côté des républicains. Quelques mois plus tard, sa mère va donner naissance à la petite Jeanne. Et le printemps suivant, donc nous sommes en 1832, eh bien là il va y avoir une épidémie énorme de choléra qui va s'abattre sur Paris et donc ils vont partir à la campagne. Le grand-père de Marie va faire venir un médecin à Villers-Célon pour pouvoir soigner tous ceux qui le souhaitent, en fait, tous ceux de la campagne, tous les paysans qui veulent entrer dans le château se faire soigner, et bien voilà, ils peuvent. La santé de Caroline étant trop fragile, eh bien ils vont partir avec le frère d'Eugène en Alsace. Ils vont y passer tout l'hiver et là-bas, eh bien Marie va faire son entrée dans le monde, donc elle va commencer à aller dans les bals et autres événements mondains. Au printemps suivant, sa petite sœur Jeanne va tomber malade et 6 mois plus tard, elle va décéder. Quelques mois plus tard, Caroline va donner naissance à une petite fille qui s'appellera Élisabeth et qui ressemblera à Jeanne. En janvier, Marie va tomber malade, elle va rester assez malade pendant 3 semaines. Ensuite, elle va aller mieux, mais c'est sa mère qui va tomber malade, mais sa mère ne s'en relèvera pas. Elle va décéder assez rapidement. Nous sommes donc en 1835, la tante de Marie va prendre soin d'Antonine, donc la petite sœur de Marie, et elle va l'envoyer en pensionnat pour parfaire son éducation comme Marie l'a fait auparavant. Marie va passer quelque temps chez Madame de Valence, qui est sa tante par alliance. Elle va reprendre sa vie mondaine, donc dans les bals, etc. Fin août 1838, le grand-père de Marie va décéder d'une congestion cérébrale. Marie va être anéantie. Elle adorait son grand-père et elle va vraiment être très triste. En 1939, sa tante va lui arranger un mariage avec Charles Lafarge, un jeune homme de 28 ans qui est propriétaire d'un château et d'une forge. Ils vont se rencontrer au printemps 1839 et Marie va lui trouver du charme, elle va le trouver laid physiquement, voilà. Mais par dépit, en fait, elle va accepter de se marier avec. La tante de Marie va d'abord exiger de voir les comptes de Charles pour voir s'il est fortuné, en fait. Donc Charles va lui montrer les plans du château, les plans de l'usine, etc. Tout a l'air ok, tout a l'air correct, donc la tante va accepter le mariage. Et donc Marie et Charles vont se marier le 11 août, donc quelques mois plus tard. Après une très longue route, Marie va arriver donc au Glandier. Elle va être accueillie par sa belle-mère qui va la serrer dans ses bras et Marie va être choquée parce que bon, ça ne se fait pas. Choquée par sa belle-mère, mais également par le château. Elle va rester choquée en fait parce que où est passé le beau château? Où sont passés les beaux jardins? Non, ça ne correspond pas du tout au plan. En fait là, le château il est délabré. C'est limite un urbex. Le soir même, eh bien, il y a une soirée organisée avec les villageois en l'honneur des noces de Marie et de Charles. Marie va rester un peu, puis va s'enfermer dans sa chambre. Elle va écrire une lettre qu'elle va faire remettre à Charles. Et Charles, par après, va rentrer dans sa chambre, furibond. Il va crier dessus en disant qu'il est hors de question qu'elle parte, qu'en plus, elle lui appartenait, etc. Donc, en fait, il voulait aller un peu plus loin. Et elle a refusé et elle a menacé de se jeter de la fenêtre si jamais il osait la toucher. Donc Charles va partir de la pièce furax. La belle-mère de Marie et sa belle-sœur vont venir la consoler et la calmer. Le lendemain, elle va visiter les ruines avec le docteur de la famille qui est le docteur Pontier. Charles va manipuler Marie pour qu'elle reste au château. Et le lendemain, elle va visiter les jardins, les extérieurs, donc, et la forge. Voilà, elle va visiter tout ça avec son mari. Le jour suivant, elle va recevoir son piano qu'elle va faire installer dans le salon. Et le soir même, eh bien, elle va animer la soirée en jouant quelques morceaux pour la famille. Les jours qui vont suivre, eh bien, elle va tenter de se faire aimer de la famille de Charles.
Elle va rapidement faire des plans de rénovation du château ruine, comme elle l'appelait. Et ensuite, eh bien, elle va écrire aussi à sa famille. Marie et Charles vont passer 8 jours à Uzerque, dans la famille de Charles. Elle va tomber malade, se disputer avec Charles et quand même se forcer à aller à un bal. Ensuite, ils vont aller visiter le palais de justice de Tulle. Là, elle va rencontrer un jeune avocat qui venait de faire acquitter une jeune fille aux assises. Il s'appelait Monsieur Lachaud. C'est important pour la suite. Après 3 semaines de visites à gauche à droite, d'activités, eh bien elle va rentrer au Glandier. Et puis là, elle va tout de suite attaquer les travaux de rénovation. Elle va faire fermer une partie du château pour les travaux et va faire remonter son piano et ses livres dans sa chambre. Alors la cuisine du château était dans un état dégueulasse. Il y avait des poulets, des poules partout, des chats, des chiens. Ça n'avait aucun sens, c'était dégueu. Et Marie va un petit peu exiger en fait que la cuisine soit propre à toute heure. Elle ne va pas réussir à se faire obéir complètement, mais il y aura quand même un mieux. Elle va faire changer les habitudes de la maisonnée, ce qui ne va évidemment pas plaire au personnel. Par exemple, elle va faire raboter le nombre de plats qui étaient servis. Il y avait plus ou moins 40 plats servis sur une journée, donc là c'était pas possible, donc elle a réduit à 4 entrées. Et alors sa belle-mère, elle était vraiment très space. Elle avait dans sa chambre, elle restait d'ailleurs tout le temps dans sa chambre, il y avait plein de provisions. Elle faisait vraiment son petit pack là avec du fromage, des saucisses, enfin plein de trucs. Il y avait aussi des dindes, elle faisait un élevage de dindes dans sa propre chambre. Il y avait aussi la blinde de casseroles, etc. Et elle refusait que les domestiques fassent sa chambre, donc elle était dégueulasse. Chose étrange aussi chez cette dame, elle dormait habillée, totalement habillée. Marie va tomber très malade, elle va avoir une congestion cérébrale et va quasi tomber dans le coma. Et quand elle va se réveiller, eh bien, elle va voir toute sa belle famille qui est à son chevet, dont son mari qui était près d'elle a pleuré et prié pour qu'elle aille mieux. Le lendemain, son mari va lui faire transmettre, il va lui donner son testament en lui disant de ne le montrer à personne et surtout de bien le cacher de sa famille à lui. Surtout pour éviter les disputes, etc. Bon, Marie ne comprenait pas trop pourquoi, mais elle va le comprendre plus tard. Et Marie va aussi faire un testament qu'elle va mettre sous clé dans son secrétaire. Quelques jours plus tard, son mari va lui offrir une jument qu'ils avaient vue en se promenant et Marie était tombée dingue de ce cheval et du coup elle va l'appeler Arabska. Elle va faire beaucoup de balades avec Arabska et va aller visiter la forge. Fin octobre, Marie va recevoir sa cousine avec son mari chez elle et elle va être super heureuse de revoir sa cousine et tout. En discutant avec sa cousine, elle va se rendre compte à quel point elle est méga heureuse avec son mari. Et du coup, à quel point Marie, elle, n'est pas heureuse avec son homme. Ça va être un petit peu un coup de massue. Elle aurait tellement voulu aimer son mari comme lui l'aimait. Charles partit en même temps que le couple d'amoureux, donc il partit sur Paris pour affaires. Marie, elle, resta au Glandier pour superviser les travaux. Sa belle-mère commença à être inquisitrice sur les courriers que Marie reçut. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va faire Marie ? Eh bien, elle va lire ses lettres et hop, dans le feu, pour ne pas que sa belle-mère puisse les lire. Évidemment, l'autre va être vexée. Et non seulement elle va être vexée, mais du coup, elle va calomnier Marie. Marie va accueillir sa cousine Emma pendant quelques semaines, ce qui fait qu'elle va se sentir moins seule. Ça va vraiment l'aider. Et sa belle-mère, qui est une grosse jalouse, va être jalouse du lien en fait qui unit Emma et Marie, et va donc calomnier Marie devant Emma, ce qui ne va pas passer du tout. Les affaires de son mari ne fonctionnant pas bien du tout, Marie va remplir un papier pour pouvoir vendre Villers et Long et peut-être récupérer sa dot pour pouvoir aider son mari. Charles voulut faire un portrait de Marie, mais vu qu'il n'avait pas beaucoup les moyens, c'est un piètre peintre qui a réalisé le portrait. Et le résultat, il est pas ouf. Marie voulait envoyer le tableau avec des petits gâteaux à Charles pour le remercier. Alors, voilà, sa belle-mère va vouloir faire les petits gâteaux pour son fils parce que elle sait faire. Donc, du coup, elle a voulu les faire et il fallait en faire beaucoup pour que les ouvriers aussi puissent en manger. Son mari va lui écrire comme quoi il a bien reçu le portrait, les petits gâteaux, mais qu'il n'a pas
beaucoup pu manger les gâteaux parce qu'il avait déjà mal à l'estomac et donc il a juste mangé une bouchée et c'est tout. Et il va même dire qu'en fait il s'était mis au lit avec une migraine et des vomissements. Mais il va lui dire qu'après quelques tasses de limonade, eh bien son état s'est amélioré. Marie va surprendre sa belle-mère avec un faux testament de Marie. Donc elle a falsifié le testament de Marie et elle allait le confier à un notaire. Tout ça pourquoi? Pour avoir les sous de Marie, pour ses enfants, petits-enfants à elle, neveux, nièces, machin, et que la famille de Marie n'ait rien. Donc là, Marie, elle ne s'est pas laissée faire du tout. Et sa belle-mère va chouler en disant « Oh, je t'en prie, je t'en supplie, ne dis rien à Charles, ne le déshérite pas, blablabla. Bla bla. » Et Marie va lui dire qu'elle n'oubliera pas, qu'elle ne pardonne pas, mais qu'elle ne dira rien à Charles. Alors ça va se passer de plus en plus mal à Paris pour Charles, il va vraiment se sentir pas bien du tout et il va dire à Marie, donc il va lui écrire pour lui dire que quand il reviendrait au Glandier, il devrait lui parler seul à seul, sans sa mère. Alors sa mère va l'apprendre et va être vexée comme pas possible et va se dire « Ah mince, j'aurais peut-être pas dû ouvrir le courrier de ma belle-fille. » Ben ouais. La grosse curieuse que c'est, elle ouvre les courriers qui sont adressés à Marie. Franchement, non, ça se fait pas. Le 3 janvier, Charles fait la surprise à Marie en la réveillant. Voilà, je suis de retour. Et bien, en disant aussi qu'il était toujours malade, ses maux d'estomac ne s'arrangeaient vraiment pas. Il va lui faire le reproche qu'elle aurait écrit à un homme, chose qu'elle a fait pour préparer un mariage entre sa cousine et un ami à lui. En fait, il a reçu des lettres médisantes qui racontaient que Marie entretenait des liaisons, enfin, en tout cas, un suivi de courrier avec des hommes, etc. Donc, on se demande de qui ça vient. Bon, alors, visiblement, ce n'est pas de la belle-mère, mais des sœurs de Charles, qui sont aussi médisantes que la belle-mère. En fait, elles sont toutes atroces dans cette famille. Après plus de 2 heures d'explication, eh bien, il va comprendre qu'en fait, Marie dit vrai et que ce sont encore des calomnies. Voilà, tout est faux. Et il va comprendre à quel point sa famille est vraiment toxique. Ne se sentant pas bien, il va s'allonger sur le lit de Marie, il va avoir des nausées, etc. Et là, son oncle va venir lui amener de l'orangeade pour soi-disant apaiser les maux d'estomac. Ils vont passer des heures à discuter de sa situation à Paris, voilà, de la situation financière de l'usine, etc. Et puis, eh bien, il va demander à sa mère de lui faire monter son repas, parce qu'il n'avait pas la force de descendre pour aller manger. Mais en fait, il a à peine su manger et il n'a rien gardé. Il va demander un médecin, sa mère va lui fournir un médecin qui est un très mauvais médecin, mais c'est un ami à elle et du coup elle veut absolument que ce soit lui. L'inquiétude va grandir de plus en plus chez les proches et la mère de Charles va même dire qu'il a peut-être été empoisonné par ses ennemis à Paris. Elle va dire que son mari était mort de la même façon, que les symptômes étaient les mêmes et qu'il s'était fait empoisonner aussi par ses rivaux. Le médecin va arriver et Marie va le trouver et va lui expliquer leurs inquiétudes et les propos de la belle-mère. Le médecin va lui dire non, mais je vous rassure, ce n'est pas du tout ça, ce ne sont pas les mêmes symptômes, il a juste une inflammation de l'estomac. Et il va lui dire aussi que la mort du père de Charles était en fait une mort naturelle et rien à voir avec un empoisonnement fait par un rival ou peu importe. Donc la mère, elle est complètement, elle affabule complètement, elle est limite complotiste, quoi. Et il va donner le traitement à donner, donc à Charles, à Marie, pas à la belle-mère. Alors le traitement, super. Sangsue, sirop émollient mélangé à des tisanes, etc. Ça va l'air top. Marie et le docteur Bardon vont passer la nuit au chevet de Charles. Ils vont entendre pendant ce temps-là, des rats courir au-dessus de leur tête. Le médecin va lui demander si elle n'a rien fait pour se débarrasser des rats, parce qu'ils ont l'air assez nombreux, et il pose la question. Marie va dire qu'elle avait déjà fait une mixture, qu'elle avait déjà donnée aux rats, mais apparemment ça n'a pas été efficace. Il va lui conseiller d'ajouter du sucre, du beurre, sans doute pour appâter les rats, et il va lui commander de l'arsenic.
Les jours qui suivirent, eh bien, Marie va rester au chevet de Charles et ils vont beaucoup parler et en fait, ils vont se rapprocher fortement. Quand le médecin va revenir ausculter Charles, eh bien, il va se rendre compte que ça ne va pas du tout mieux et que son inflammation touche la gorge et assez fort en fait. Il va donc lui administrer des sangsues et des saignées. Yeah! Il va aussi souffler de l'alun dans la gorge de Charles et en fait ça va empirer la douleur. Vraiment là, ça va être insupportable pour Charles. La tante de Charles va venir apporter des tisanes, des baumes, etc. Mais rien ne fonctionnera en fait. Et en plus de ces maux d'estomac et de gorge, en fait Charles va avoir des angoisses terribles. En fait ça va être tellement fort qu'ils vont devoir le maintenir pour éviter qu'il s'ouvre les veines, tellement qu'il était parti de... Enfin, eux, ils appellent ça des angoisses, mais c'est carrément des idées noires, en fait. Et il va refuser toutes les tisanes, etc. Il voudra plus que de l'eau glacée. Et puis Marie va chercher un autre médecin pour assister Monsieur Bardon. Et le deuxième médecin va dire que Charles n'était pas en danger, mais que sa maladie nerveuse était quand même assez grave et qu'il fallait la guérir. Marie était sceptique car le pouls de Charles était faible et ses extrémités étaient froides. Il avait vraiment les doigts froids. Donc elle était fort inquiète. Le médecin va lui prescrire une potion opiacée, des bouillons, etc. Bon, rien ne fonctionnera quand même. Et Charles va s'énerver avec aussi le bruit des rats au-dessus qui était censé disparaître avec la nouvelle concoction de Marie. Mais non. Ils sont toujours là, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc Marie va recommander de l'arsenic et une ratière. Et elle va recevoir que l'arsenic, pas la ratière, et alors une grosse quantité. Et Charles va lui dire de ne pas préparer la mixture elle-même pour ne pas qu'elle sente le produit et que ça rentre dans ses voies respiratoires en fait. Et voilà, et il dit demande à quelqu'un d'autre de le faire. Et du coup, c'est la belle-sœur qui veut absolument s'en charger. Là, elle va entendre que sa belle-mère fait croire en fait que Marie refuse que d'autres médecins viennent voir son mari, alors que c'est tout le contraire. C'est la belle-mère qui refuse. Elle a son médecin chéri et elle ne veut pas que d'autres médecins viennent. Et elle fait croire donc que c'est Marie qui ne veut pas. C'est faux. L'état de Charles va s'aggraver fortement. Et Marie va vraiment voir la mort dans le regard de Charles, en fait. Il va être vraiment livide et dans ses yeux, il n'y avait plus rien, quoi. Et donc Marie rentre dans cette chambre où elle voit donc son mari qui est très pâle et tout. Et elle voit donc les amis de la famille de Charles, ses amis, etc., qui sont tout près. Alors il la regarde, il épie et ils chuchotent entre eux. Super l'ambiance. Ils vont aller jusqu'à empêcher Marie de rentrer dans la chambre, d'aller près de son mari. Voilà, c'est la mesquinerie, mais level, je sais pas combien. Elle va appeler un prêtre qui va lui permettre de voir une dernière fois son mari, mais elle ne pourra pas l'embrasser, rien du tout. Donc voilà, elle ne va pas pouvoir dire vraiment au revoir à son mari. Marie va avoir la visite donc d'Emma, sa cousine, et celle-ci va dire à Marie, fais attention, il ne parle que de testament, donc ne confie rien à personne et cache bien les papiers. Marie va donc faire porter le testament de Charles par la poste à son homme de confiance. Je suppose que c'est un genre de notaire. Clémentine, donc sa domestique, va venir trouver Marie qui est en train de pleurer, donc très très mal, et elle va lui dire que pendant qu'elle est en train de pleurer, eh bien ils sont en train de fouiller sa chambre en fait. La famille est en train de tout retourner, de fouiller la chambre de Marie. Pour trouver quoi, à votre avis? Parce que la mère de Charles était persuadée que c'est elle qui hériterait, en fait, voilà, de l'argent de Charles. Surtout que Charles n'avait pas vraiment grand-chose non plus, vu que tout vient de Marie. Mais bon, voilà, tout, donc la forge, etc., le domaine, je suppose, tout reviendrait à la mère de Charles. Sauf que c'est faux, vu que son testament est fait pour Marie. Ah oui, et en plus d'avoir tout retourné, la famille s'est servie dans l'argenterie. Je trouve ça quand même incroyable, quoi. Le gars, il est en train de mourir, il est même pas encore froid, que la famille se sert dans ses affaires. C'est incroyable, franchement.
Le mercredi matin, la belle-mère va voir Marie pour lui dire que sa fille est malade et qu'elle demande Marie. Donc Marie va aller voir sa belle-sœur et ne va pas la trouver malade du tout. Et donc sa belle-sœur va lui demander si Marie a le brevet que son mari a obtenu pour sa forge. Marie va lui dire que pas du tout et qu'elle ne sait pas où il est. Mais ça, c'était une diversion en fait pour que la belle-mère aille fouiller la chambre de Marie pour trouver le testament, qu'il n'avait toujours pas réussi à trouver. Et charogne comme elle était, elle a fait venir un serrurier, donc elle était entrée avec un serrurier pour ouvrir le secrétaire, parce qu'elle était sûre que le testament était dedans. Alors là, ils se sont servis, même s'ils n'ont pas trouvé le testament, ils ont pris les documents, alors ils ont même été chercher les portraits du père de Marie. Vous savez, avant, on gardait les cheveux d'un proche dans un médaillon. Surtout, à cette époque-là, au 19e, ça se faisait énormément. Ils ont même été lui prendre ça, quoi. Et Emma, qui zonait dans le coin, a entendu, en fait, que la famille disait que Marie avait empoisonné Charles pour en épouser un autre. Et ils ont, soi-disant, trouvé de l'arsenic dans le lait de poule. Marie va contester en disant qu'elle a juste mis de la gomme, en fait, dans le lait de poule, pour aider son mari à se sentir mieux et qu'elle-même en avait bu. Voilà, donc c'était juste pas possible en fait. Alors tout de même une question, on se demanderait si quelqu'un aurait échangé la gomme avec de l'arsenic pour réellement empoisonner Charles et faire passer Marie comme la coupable. C'est une possibilité. Alors, vu que ça, c'est pas très plausible, eh bien, ils vont inventer autre chose. Donc, la belle-mère va dire que Marie a mis de l'arsenic dans les gâteaux qu'elle a envoyés à Charles. Sauf que c'est la belle-mère qui les a fait préparer, qui les a préparés. Donc, ça ne tient même pas non plus. Elle va dire aussi que Marie aurait mis de l'arsenic sur un tissu et qu'elle aurait frotté Charles avec le tissu pour être sûre qu'il soit bien empoisonné. Alors, sa belle-mère, refusant de faire une autopsie sur Charles, Marie va demander qu'on en fasse une. Voilà. Pour elle, il fallait savoir de quoi était mort son mari. Alors, le juge de paix va venir poser des scellés. Et évidemment, ils vont perquisitionner. Toutes ces affaires vont être prises. Ils vont prendre sa gomme. Ils vont prendre sa pâte d'amande. Le père de Madame Buffière, en fait, je suppose que Madame Buffière, c'est la femme du frère de Charles, donc la belle-sœur, on va dire, de Marie. La belle-sœur de Charles, la belle-sœur de Marie. Je pense que c'est ça. Parce que c'est pas toujours évident de faire le lien, en fait, quand on lit le livre, parce que pour elle, c'est évident, mais pas vraiment, en fait. Donc, voilà. Je pense que c'est bien ça. Et donc, le père de Madame Buffière va venir... Enfin, il va assister à la perquisition et il va remettre de l'huile sur le feu et il va porter plein d'accusations sur Marie pendant ce temps-là. Voilà, il va vraiment attiser la haine sur elle. Alors le domestique de Marie va venir la trouver et lui dire qu'il avait peur. Il était vraiment catastrophé. En fait, la famille de Charles va lui dire qu'il va finir sur l'échafaud. Parce qu'en fait, c'est lui au final qui a été chargé de préparer la mort au rat et que c'est lui qui a apporté l'arsenic que Denis lui a donné. Donc Denis, l'ami de Charles. Donc, le domestique avait mis le paquet d'arsenic dans un vieux chapeau, l'avait laissé là quelque part. Et puis, quand il a su qu'il y avait des soupçons contre Marie, il a voulu protéger Marie et il a été enterrer le sac quelque part. Et ça, il l'a fait avec le valet, et le valet n'a pas su se taire, et donc blablabla, et du coup la famille a su ça, et nouvelle accusation sur Marie à cause de ça. Et donc la cuisinière va dire à Marie que Madame Lafarge, donc la belle-mère de Marie, a interdit à la cuisinière de cuisiner parce que soi-disant c'est elle qui aurait préparé les gâteaux. Donc la belle-mère voulait absolument se charger elle de faire les gâteaux machin, puis finalement elle aurait laissé la cuisinière le faire. T'as servi à rien, Faye, merci. Et donc elle lui dit que c'est la cuisinière qui est accusée d'avoir empoisonné les gâteaux et que dans le doute elle ne veut plus qu'elle cuisine. En fait, le jour de la mort de Charles, Madame Buffière est venue faire signer des papiers à Marie. Des papiers pour... Marie ne comprenait pas trop, mais en fait c'était pour avoir des droits sur l'usine, sur les brevets du mari, etc. Donc c'était vraiment des gens comme ça, quoi. Sauf que les papiers ne sont pas valables, et donc là Marie va refuser de signer.
Alors, il y aura donc la fameuse autopsie que Marie a demandée, et dans cette autopsie, aucune trace d'arsenic ne sera trouvée. Et donc là, la belle Doge va rentrer toute furax et dire « Ah mais regardez avec un tissu, celui-ci il a imbibé d'arsenic, je sais que c'est elle qui l'a fait. » Enfin, elle va revenir avec ça. Alors que plus tard, elle va venir dans la chambre de Marie et lui dire qu'elle est désolée de l'avoir accusée à tort, etc. Alors que il y a une heure, elle l'a accusée de l'avoir empoisonnée encore, quoi. Mais Marie va lui dire qu'elle a trop souffert, que c'est juste pas possible de lui pardonner, en fait. Et la belle-mère va se fâcher, enfin, elle va se vexer. Et elle va lui dire « Ah, mais tu es trop susceptible. » Genre. Et Marie va s'énerver en lui rappelant toutes les calomnies que la belle-mère a portées sur elle. La belle-mère va faire son cinéma, elle va lui supplier de lui pardonner, des trucs comme ça. Un truc là. Évidemment, Marie, non, c'est pas possible. Madame Buffière dut partir à Faye. Ne me demandez pas où c'est, je ne sais pas. Et elle prit sa belle-mère, donc enfin la belle-mère de Marie, avec. Et du coup, Marie était soulagée, elle se retrouvait enfin seule. Monsieur Roch, un homme d'affaires, va venir avec son avocat et va lui apporter les livres de compte. Et donc, Marie va lui demander d'attendre parce qu'un membre de sa famille va venir et ils vont pouvoir analyser les papiers. Il va lui montrer une lettre ainsi que des faux billets, en fait, que Charles aurait fait. Et donc, oui, vraiment, son mari a fait des faux. Il a fait des faux papiers, des faux billets. Donc voilà, là, ça passe pas. Et du coup, elle a voulu sauver l'honneur de son mari et elle va signer les papiers. Il va lui glisser que sa belle-mère et sa belle-sœur ne sont pas parties à Faye, mais sont parties à Pompadour parce qu'elles sont furax qu'elles n'aient pas pu prouver qu'il y avait de l'arsenic dans le corps de Charles, et du coup elles vont aller porter des calomnies ailleurs. Vraiment, elles essayent d'aller calomnier Marie partout et obtenir justice pour elle. Quelques jours plus tard, le procureur du roi et le juge d'instruction vont venir chez Marie et ils vont interroger tout le monde. Emma va leur remettre la boîte de gomme que Marie avait dans son tablier et en fait, dans ces gommes, ils vont trouver des traces d'arsenic. Là, ils vont interroger Marie pendant 3 heures. Le procureur va lui dire qu'elle va être transférée à la prison de Brive. Marie fut indignée et choquée, vraiment. Ensuite, elle va être désespérée. Elle va avoir 3 jours devant elle avant d'être transférée. Et pendant ces 3 jours, elle sera surveillée par des gendarmes. Donc, elle va même pas avoir la paix pendant ces jours-là, quoi. Super. Elle va donc partir pour Brive, accompagnée de Monsieur Fleugnat. Je suppose un commissaire. Quand elle arrive sur place, la populace va vraiment entourer la voiture. Elle va avoir un peu peur, mais bon, elle va prendre son courage à deux mains et elle va entrer dans la prison. Maintenant, parlons des procès. Et pour ces 2 procès, elle va choisir l'avocat qu'elle avait rencontré à Tulle un peu plus tôt, Monsieur Lachaud. Donc, son premier procès, elle va être conduite au tribunal correctionnel de Brive, où là, donc, elle sera accusée de vol des bijoux de Madame Léoto, qui est une de ses connaissances. Les bijoux seraient retrouvés dans sa chambre, et donc voilà, elle va passer devant le juge d'instruction, et ensuite il va y avoir vraiment son procès qui lui sera à Tulle, et donc là il y aura vraiment beaucoup de monde, parce que les gens sont vraiment très intéressés, vraiment intrigués par Marie. Et elle va être finalement condamnée à 2 ans pour le vol de ses bijoux. Le procès pour empoisonnement, lui, débutera le 2 septembre, donc 1840, à la cour d'assises de Tulle. Marie entre dans le box. Elle est vêtue de noir, le visage pâle et les yeux cernés. Plus de 300 personnes attendent à l'extérieur du tribunal en espérant voir quelque chose, entendre avant tout le monde. Bref, ça n'a pas vraiment changé. À l'intérieur comme à l'extérieur, il y a une masse de journalistes qui sont là et qui se pressent pour le moindre détail, la moindre info. Pas pour des photos vu que ça n'existait pas encore. Enfin si, mais grâce à ce monsieur Daguerre, c'était des daguerréotypes. On utilisait une plaque de cuivre recouverte d'argent poli. On la rendait sensible à la lumière avec des vapeurs d'iode. Marie répondra avec pertinence aux questions qui lui sont posées. Et ses propos seront plausibles. Les domestiques appelés à la barre témoigneront en sa faveur.
Ce qui ne sera évidemment pas le cas de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Et de ses belles-sœurs même. Ils vont également interroger un homme, mais un homme un peu douteux. Le gars, il va montrer tellement qu'il a la haine contre Marie qu'il va dire qu'il aimerait la scier en 4. Bah bizarrement, ça va pas passer en justice. Ça passe pas ça. Et la question du mobile va être posée. Quel était l'intérêt de Marie de supprimer son mari? Il n'y avait pas de mobile en fait, vu que c'est elle qui était fortunée et pas lui. Donc, c'est un peu louche. Le président va lui demander pourquoi elle a changé d'attitude envers son mari les derniers temps. Parce qu'au début, elle ne voulait rien savoir de lui, elle était vraiment... elle voulait pas qu'il l'approche, ce genre de choses. Et puis après, ils se sont rapprochés et elle était aux petits soins pour lui. Eh bien, elle va dire qu'en fait, ces changements se sont faits parce que son mari a pris soin d'elle quand elle a été malade. Et du coup, ils se sont un petit peu rapprochés. Puis, il l'a quand même défendue par rapport à sa famille qui était quand même assez atroce. Donc, il lui a montré qu'il avait confiance en elle, qu'il l'aimait. Et du coup, elle s'est adoucie et elle s'est prise à l'aimer d'une certaine façon, même si elle n'était pas méga amoureuse. Voilà, ils se sont très fort rapprochés les derniers jours et voilà. Place aux experts pour savoir les causes du décès. Les médecins qui l'ont ausculté vont dire qu'ils n'ont absolument rien trouvé de suspect. Là, il va y avoir une petite guéguerre des chimistes, des experts non scientifiques qui ont fait les tests pour voir s'il y avait de l'arsenic ou pas. Donc un va dire oui, il y avait des traces, puis son objet s'est cassé, donc il n'a pas su le prouver. Puis l'autre va faire des tests, va dire non, il n'y a absolument rien. Un nouveau test va être fait à Limoges avec un appareil March, qui était donc un appareil de pointe pour l'époque en recherche toxicologique. En tout, c'est 12 experts qui vont être convoqués et en fait, la plupart ne vont juste rien trouver. Aucune trace d'arsenic. L'accusation va alors attaquer sur la conservation des prélèvements. Ça a été mal conservé, les bocaux n'étaient pas bien refermés, comme ils auraient dû en tout cas être bien scellés, ce n'était pas le cas, et du coup c'est remis en cause. Alors l'avocat général va demander qu'on exhume le corps de Charles pour refaire ses prélèvements et ses analyses. Ça va être accepté et donc ils vont exhumer le corps de Charles. Et là, ça va être un carnage, ça va être glauque. Les experts vont s'acharner vraiment sur les restes du pauvre Charles. Et voilà, ça va sentir tellement mauvais et tout dans la salle que le public va fuir, tout simplement. Le résultat va tomber peu de temps après et en fait, ils vont déceler 1/2 milligramme d'arsenic dans l'organisme de Charles. Donc en fait, c'est une infime quantité. Mais voilà, à force de faire des tests, ils vont trouver ça. Alors, voilà, est-ce une erreur ou pas? On ne le saura jamais. Là, l'accusation se dit, c'est dans la poche. Et effectivement, il n'avait pas tort parce que en fait, la plupart des jurés étaient convaincus déjà à l'avance de la culpabilité de Marie. Marie va s'adresser aux jurés et va leur dire « Messieurs les jurés, je suis innocente. Je n'ai voulu que le bien de mon mari. La science peut se tromper, mais mon cœur, lui, ne ment pas. » Maître Lachaud, donc l'avocat de Marie, va faire venir Monsieur François Raspail, donc le docteur François Raspail, qui est un chimiste réputé, et il veut le faire venir pour contredire les examens, les tests réalisés. Mais malheureusement, il arrivera trop tard. Il va quand même analyser les résidus d'analyse d'Orfila et il va contester formellement les conclusions. Nous sommes donc le 19 septembre 1840 quand Marie est déclarée coupable d'empoisonnement et est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. La peine sera commuée en réclusion à perpétuité. Clémentine, qui était donc sa bonne depuis vraiment très longtemps, va l'accompagner jusqu'à la prison. Elle restera avec elle à la prison de Brive en fait pendant le procès et un petit peu après le temps de faire le transfert. Normalement, Marie devait être transportée dans une voiture cellulaire, mais elle ne se sentait vraiment pas de faire ça. L'avocat demanda donc à ce qu'elle soit transportée dans une chaise de poste. Après une bonne journée de voyage, la voiture va s'arrêter à Argentac, qui est en fait maintenant Argentat sur Dordogne.
Le but était de se reposer, mais à peine arrivé, les gens ont commencé à s'amasser, en fait, donc la population a commencé à s'amasser autour de la voiture pour voir à quoi ressemblait Marie. Les gens étaient méga curieux, ils savaient que c'était elle qui était dedans, donc il fallait qu'ils s'approchent. Le seul moyen qu'ils se calment, parce que la gendarmerie a essayé de les calmer, mais pas moyen, donc le seul moyen qu'ils se calment, c'était qu'elle sorte. Donc elle est sortie, et elle s'est postée comme ça. Et les gens ont vu à quel point c'était une personne simple, à quel point elle était malheureuse, triste, et ils sont partis. La voiture reprit donc sa route, mais Marie fit une crise d'angoisse phénoménale. Il a fallu donc lui donner de l'opium pour qu'elle puisse se calmer et se reposer. Sur la route, Marie va profiter au maximum qu'elle peut de la nature. Elle va vraiment regarder les fleurs comme si c'était la première fois qu'elle les voyait, et elle va vouloir en fait imprimer tout ce qu'elle voit vraiment pour qu'elle puisse les garder en mémoire. La voiture va évidemment faire d'autres haltes dans certains villages, mais la plupart du temps, le long du trajet, Marie va être très malheureuse. Elle va pleurer énormément en pensant à toute la misère qui s'est abattue sur elle en fait. Du coup, tout le reste du trajet va être très difficile psychologiquement pour Marie, mais aussi pour Clémentine qui l'accompagne depuis tellement d'années, et voir sa maîtresse malheureuse en plus, c'était juste horrible. Après ce long voyage, elles vont arriver à la prison de Montpellier. Lorsque Marie met un pied à terre hors de la voiture, elle s'évanouit. Elle va se réveiller dans une petite pièce avec d'énormes clés au mur, et là, une bonne sœur va arriver et lui dire que Clémentine ne peut malheureusement pas l'accompagner. La bonne sœur va la conduire au 2e étage, dans une pièce, elle va la laisser là, et en fait, Marie va se rendre compte que c'est sa cellule. Cellule dans laquelle elle va rester 2 ans, avant d'être transférée dans une autre cellule. Donc, dans sa petite cellule qu'elle a au départ pendant les 2 années, eh bien, quand elle arrive, il n'y a pas de meubles. Elle va faire venir des meubles, on va lui autoriser ça, en fait, parce qu'elle est de noblesse, etc. Mais malheureusement, ça ne va pas durer. On va tout lui réenlever, parce que des gens se sont plaints qu'il y avait un peu du favoritisme et que ça n'allait pas vu que c'était une meurtrière. Donc, du coup, on lui a tout enlevé. Déjà qu'elle n'était pas bien, mais alors là, ça a été la cata. Elle a fait une grosse dépression. En plus, elle est tout le temps malade. Comme elle était souvent malade enfant, ben elle est de nouveau souvent malade. À un moment donné, elle va être tellement malade qu'elle va presque mourir. Tout le monde croit qu'elle meurt en fait. Même elle se voit mourir. Mais finalement, elle va vivre alors qu'elle était prête à mourir, qu'elle voulait mourir. Mais bon, pas de chance, on ne choisit pas. Ensuite, ils vont la transférer dans une autre cellule, plus grande, avec plus de lumière. Elle va apercevoir de sa fenêtre, en fait, la rue. Et il y avait des gens qui s'arrêtaient et qui parfois lui faisaient signe. Et bien même ça, même ces petits gestes vont être rapportés, et on va dire qu'elle complote pour sortir de la cellule, donc on va barricader toutes les lumières, etc. Elle ne pourra plus faire ça, elle n'aura plus droit de visite alors qu'elle avait sa famille autour d'elle. Voilà, ça va être un peu la cata, alors que vraiment elle avait son oncle, sa cousine, sa tante, les cousins, enfin tout le monde venait la voir. Et là, elle n'aura plus droit qu'aux médecins et aux prêtres. Et les bonnes sœurs avec qui elle s'entend bien. Elle va rester dans cette cellule pendant encore 10 ans. Et ensuite seulement, elle sera transférée à Nîmes, dans un sanatorium pour soigner sa tuberculose. Elle y resta un peu moins d'1 an. En 1852, Napoléon III va la gracier pour raison de santé. Ensuite, elle va aller vivre chez des amis à Ornolac, qui est un tout petit village de Ussat. En Ariège, c'est en fait Ussat-les-Bains. Voilà, pour vous situer. Elle ne va rester que quelques mois chez ses amis. Malheureusement, elle va décéder le 7 novembre 1852. Elle sera enterrée très simplement, comme elle le souhaitait, le lendemain, donc dans le même village de Ornolac. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je la crois. Je pense qu'elle n'a pas tué son mari et que c'est sa belle-mère et ses belles-sœurs qui l'ont fait pour avoir leur fortune à tous les deux, en fait. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. À vous de me dire dans les commentaires ce qu'il y en est. En tout cas, scientifiquement, aujourd'hui, rien ne prouve
qu'elle a bien empoisonné son mari. Mais rien ne prouve l'inverse non plus. Des scientifiques se sont penchés sur les cas encore maintenant et ils se battent encore là-dessus. Impossible à dire en fait. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette histoire. Pour moi, ça me tenait à cœur de parler d'elle parce que je trouve que cette femme n'a pas eu de chance du tout dans sa vie. Déjà le fait qu'elle ne trouve pas de mari, ses proches qui meurent et puis on lui trouve ce mari-là, mais voilà. Voilà le résultat. Elle se retrouve veuve, sans le sou et en prison. Et ensuite elle meurt malade. Franchement, non, vraiment, elle m'a touchée. Elle m'a touchée profondément et j'espère qu'elle vous a touché aussi. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, etc. Ça me fera plaisir. Bisous, bye bye.